Bonjour à tous, parlons maintenant de ce chapitre de Fairy Tail. Bon, j'ai eu un peu de retard, je l'admets, excusez, mea culpa. Bref, donc dans ce chapitre-ci, nous avons donc plusieurs points de vue, mais parlons d'abord ce qu'il y a au niveau du début du chapitre. Bon, parce que tout d'abord, on voit un Natsu Dragneel qui est à terre, et on était tous en train de se dire c'est le début et l'avènement de peut-être Eperias, Natsu Dragneel, et bah pas du tout. En fait non, c'est juste Natsu qui en fait développait une tumeur, voilà, comme quoi il lui fallait évidemment un peu plus d'emmerde dans sa vie, donc l'auteur lui a créé donc une tumeur. Bon, d'où elle vient en fait cette petite tumeur anti-Eternano? Mais en fait c'est dû à sa précédente technique, comme Natsu évidemment a un peu trop dépassé les limites au niveau de l'utilisation de ce coup qui était déjà assez dangereux, vu qu'en plus il ne pouvait l'utiliser qu'une fois visiblement, mais qu'il a forcé un peu la chose. Du coup toute cette magie concentrée en lui a créé, si vous voulez, une sorte de malformation, enfin Eternanoesque, enfin tout ce qu'il y a à dire c'est qu'il a une tumeur quoi, enfin bref, en gros une tumeur. Et évidemment on a Poliushka qui est donc la pharmaciste, je crois qu'on dit, enfin, bref, en tout cas le big médecin en dehors de Wendy qui peut s'en charger. Et elle dit que non, justement sur le continent d'Ishgard il n'y a aucun mage, enfin personne qui est capable de faire donc une chirurgie, oui parce que là on parle bien de chirurgie, donc de chirurgie capable d'enlever cette tumeur. Même Wendy, donc elle ne peut pas le faire, donc ça va au-delà de ses compétences. Et donc du coup ce qui se passe c'est qu'évidemment on est là, qu'est-ce qui va se passer? En fait qu'est-ce qui se passe? Bah t'as Brandish qui arrive, moi je peux diminuer la taille de cette tumeur. Voilà. Bon alors en gros finalement cette péripétie concernant Natsu n'est qu'un non-événement quasiment, puisqu'en fait elle n'aura tenu que 3 pages. Voilà, bon ça c'est passé. Donc en plus le pire c'est qu'on voit même pas Brandish le faire quoi en fait. Moi à un moment donné j'ai même pensé qu'on avait skippé des pages, et ben en fait non pas du tout, c'est juste que l'auteur ne le montre pas. Bref, donc du coup Brandish donc demande évidemment pour cela qu'on lui enlève ses liens, et en même temps elle lui demande qu'on les remette après qu'elle ait fait terminer. Donc la meuf, elle a tout à fait accepté le fait d'être une prisonnière de guerre, elle ne va même pas chercher à combattre Lucy ou les autres, hein, elle les retourne dans sa cellule gentiment. Et le pire c'est qu'elle elle en rajoute une couche en disant que justement Lucy ne veut pas trop lui faire confiance, qu'elle veut pas être son amie, etc. Et donc que du coup ça sert à rien de faire tout ça. Mais justement c'est contradictoire avec le fait que la meuf elle accepte justement de pas être l'ennemi là, elle attaque même pas, elle en profite pas, je veux dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc Brandish du coup voilà, pour moi elle est un peu voilà, j'espère qu'il y aura un petit retour parce que, je veux dire, si elle fait partie de l'armée de Zeref, c'est pas uniquement à cause de sa mère. Je veux dire, il y a d'autres raisons à ça. Je veux dire, Brandish n'a pas accepté que son empereur éradique l'humanité juste parce que elle est un peu, ouais, elle est un peu, non, juste parce que voilà, sa mère est morte, etc. Bah, c'est un peu con que si c'est juste ça, c'est un peu con par rapport au personnage. Et je trouverais même ça dommage. Mais bon, voilà, on est dans Fairy Tail, donc on va pas non plus aller chercher trop loin. Visiblement, ça doit être ça. Donc Brandish n'est pour l'instant pas un danger. Bon, après t'as une discussion entre Poliushka et Makarov, batata, blablabla, cette jeune fille est étrange et patati patata, voilà. Donc du coup, certains diraient ouais, adhésion à Fairy Tail, d'autres diraient ouais, on s'en fout maintenant. Et je suis plus maintenant des gens qui s'en foutent un peu parce que de toute façon, comme je l'ai dit, on est proche, bon, on sait pas trop à quel point, mais je pense pas qu'il reste non plus 1 milliard de chapitres, hein. Enfin, j'exagère, mais il reste pas non plus, il y a tout au plus une centaine de chapitres qui doivent rester avant d'atteindre la fin, et grand max, hein, une centaine de chapitres, c'est quoi, c'est 2 ans. Donc c'est vrai que d'un côté, bouffer du Brandish, enfin, et encore il y a trop de persos féminins déjà. Non, on va se concentrer sur ce qu'on a déjà, Brandish ça passera une autre fois. Bref, ça c'est fait. Ensuite il y a donc la partie Aquarius et Lucy, hein, parce que la dernière fois Aquarius était en train d'aller lâcher un truc jusqu'à ce qu'elle se fasse interrompre par Happy qui entre comme un connard, et elle explique donc qu'en fait c'est juste le même délire, donc en gros que sa clé est quelque part dans le monde, et elle va pas lui dire où, mais que voilà, ça pourrait être sur n'importe quel continent, que ce soit sur Ishgard, Arakatasia, machin, ou même sur un autre continent qu'on n'a pas vu. Et ça, le fait qu'elle dise sur un autre continent qu'on n'a pas vu me fait dire que putain c'est vrai que j'avais oublié que dans Fairy Tail il n'y a pas que le continent, parce que s'il y a bien un côté que je trouvais dommage d'oublier qu'on mettait pas en place, c'est le fait que c'est la découverte du monde, hein. One Piece c'est la perle, enfin c'est le big boss de la sensation d'aventure, hein. Même dans Maggie t'avais ça au début, mais bon ça a été un peu revu à la baisse, quoique maintenant actuellement ça revient un peu plus sur le terrain, enfin devant les choses. Dans Nanatsu no Taizai c'était un peu bof puisque en fait allez tu voyages mais tu sais pas, c'est des endroits qui se ressemblent en quelque sorte. Et donc dans Fairy Tail, un endroit magique où il y a plein de trucs qui peuvent se produire, putain de merde, mais moi j'ai envie de voir, hein. Même Full Metal Alchemist et même Black Clover ils sont un peu plus fournis de ce côté là au niveau développement de l'univers, hein, parce que Fairy Tail c'est quoi? C'est la guilde, c'est quelques endroits par-ci par-là, mais pas des véritables univers, c'est des endroits un peu singuliers comme ça isolés. Bref, c'était un petit aparté que je voulais faire, soit. Du coup Lucy accepte donc en disant à Aquarius ouais c'est ma quête maintenant, j'ai quelque chose à faire, je le sais, je vais laisser ta clé à personne, Aquarius et tout. Bon évidemment on est là en train de se dire ouais mais attends, déjà t'as refusé de prendre les clés d'Yukino, alors imagine qu'Aquarius soit tombé entre les mains d'une petite fille constellationniste et tout, tu vas pas lui voler des mains quand même, espèce de conne. Donc évidemment, bien que ce soit la motivation de Lucy, il va sans dire que l'auteur va certainement faire en sorte que la clé soit détenue par un méchant bad guy et ainsi de suite. Bon, parce que je sais, il est obligatoire que maintenant Lucy retrouve la clé d'Aquarius, hein, parce que je suis pratiquement sûr que Lucy, d'ici la fin du manga, va avoir toutes les clés du Niju Nimong, ou je sais pas, enfin les clés des 12 voies d'or machin. Voilà, donc je suis pratiquement sûr que ça va arriver, c'est obligatoire putain.
Lorsque tu sais que dans les shonen, lorsque tu vois genre il y a une liste par exemple de 7 talismans super spéciaux et qui offrent des pouvoirs, il est presque certain de voir un personnage rassembler les 7 talismans. Hein, les trucs qui possèdent des power-up et tout, obligatoirement il y a toujours un personnage qui les réunit tous. Enfin c'est un délire dans les shonen mais soit. Hein. Bref, donc pour en venir à ce que je disais, donc sur la suite du chapitre, on voit donc aussi ce qui se passe dans les autres champs de bataille. C'est vrai qu'on avait oublié un peu ce qui se passait. Hein, du côté donc de Lyon et Kagura par exemple, le fait intéressant c'est que Kagura a changé de design. Hein. Bon, on voit un petit peu de flashback de ce qui s'est passé, mais Kagura possède maintenant des fringues qui sont plus ou moins similaires à ceux que portait Erza lorsque justement elles se sont affrontées. Et dans ce flashback donc tu voyais Di Maria qui donc avait donné ce coup qui déchirait les fringues de Kagura, mais dans le flashback ça va un peu plus loin parce que ce n'est pas un tout petit peu mais carrément toutes les fringues, si ce n'est le string culotte, je sais pas ce que portait Kagura, mais en tout cas les sous-vêtements de Kagura, en dehors de ça tout est coupé. Voilà, bon pourquoi Di Maria n'a fait que ça? Parce que je l'ai trouvé visiblement ça fun. Et en plus de ça on n'a même pas vu la fin du combat puisque tout ce qu'on sait c'est que Kagura a réussi, comme tous les autres visiblement, à part la plebs, à survivre. Mais ce qui est vraiment drôle c'est que quand j'ai vu Kagura comme ça en mode très féminine, parce que quand on l'a vu la première fois elle était en mode ouais sérieux je suis le bonhomme et tout, pas de soucis, moi j'ai les balls, et bah maintenant en comparaison de maintenant putain la meuf elle est beaucoup plus, tu vois dans son regard un côté un peu plus féminin et tout, un côté moins j'allais dire un peu moins yandere tu vois, hein, mais bon là maintenant ce côté meuf girly ressort un peu plus. En plus c'est vrai que quand j'ai vu cette page où Kagura était un peu dénudée comme ça je me suis dit putain mais quand Mashima il a fait le chapitre je suis sûr qu'il a eu la discussion avec son éditeur genre monsieur l'éditeur écoutez j'ai pas Erza et Lucie à mettre à poil, j'ai pas d'excuses, qu'est-ce que je fais? Et bah l'éditeur il fait bah c'est pas, t'as pas grave, t'as qui sous la main? J'ai Kagura, ouais bah voilà tu mets Kagura et c'est bon y a pas de souci, ok chef, et voilà parce qu'en fait il y avait aucune raison de déshabiller Kagura, je veux dire ça sert à rien. Enfin, vous allez me dire c'est du fan service bien sûr mais quand ça arrive je me demande très souvent ce qui passe dans la tête de Mashima. Genre il fait le chapitre normal. Alors là il y a Lucie qui a une révélation sur sa famille. Putain ouais attends c'est un peu trop sérieux là. Bon qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre à poil là. Scène de bain. C'est parti. Bref voilà. C'était juste pour faire le petit point. Bon évidemment le fan service c'est un truc normal. Mais dès qu'il y en a un dans le chapitre, demandez-vous un peu qu'est-ce qui se passait au moment où Mashima a fait cette scène de fan service. Bref. Donc du coup Kagura s'est fait battre hein, clairement, ils sont vaincus puisque aucun des autres Spriggan n'a été vraiment vaincu. Dans les autres côtés, donc on voyait même par exemple Sting, Rogue et Yukino discuter sur le fait qu'ils ont même dû par exemple battre en tête contre Bradman, hein, celui qui s'appelait l'ange de la mort, je sais pas quoi, qui affectait les gens comme du poison dans l'air, je sais pas quoi. On n'a même pas vu ce qui s'est passé avec lui, je trouvais ça dommage. Mais justement là où vient le gros morceau du chapitre, c'est la fin. Ah oui la fin. Alors dans les shonen, quand c'est une double page comme ça où tu vois tout le monde vaincu sans ça, on sait pas vraiment pourquoi, mais par un personnage qu'on connaît à peine, et bah putain de merde moi je trouve que ça fout la classe. Parce que Yuri, excusez-moi voilà tu vois l'erreur. Non mais God Serena, la première fois qu'on a vu son ombre, enfin la première fois qu'on l'avait vu comme ça dans cette page avec ses cheveux bizarres et tout, on s'est dit c'est quoi cette coupe de connard là? On dirait limite enfin non bref, on dirait un drag queen. Enfin, ça, mais là on était là putain et ensuite quand on a vu quand il a interagi la première fois avec Zeref et tout avec des autres Spriggan, on le trouvait assez marrant et tout même s'il avait toujours cette coupe un peu étrange. Mais putain de merde, quand je l'ai vu là, genre faire ah vous n'arrivez pas à me battre alors que je l'ai fait tout seul, blabla. Putain, moi je le trouvais cool. Allez non, arrêtez vos couilles, me dites pas qu'il a pas été cool. Bref, sur ce côté-là, il a été cool. Donc c'était un très bon point. En plus de ça, cette page-là était super bien dessinée. Je trouvais que tu ressentais en même temps pas la puissance, mais une domination claire de Yuri, putain, de God Serena, pardon. Alors qu'en plus, tu vois derrière, t'as Auguste et l'autre Spriggan, l'assassin italien, l'assassin chauve italien presque. Enfin bref, l'assassin derrière, qui ont rien foutu. Ils ont même pas pris part à la fight. C'est assez clair que God Serena a vaincu les 3 autres dieux d'Ishgal tout seul. Voilà, et en plus tu vois par terre, t'as Draculos, t'as Jura et tout, qui sont là, putain mais quelle puissance, je savais pas qu'il était aussi fort, mais putain c'est le numéro 1, bande de cons. S'il est le numéro 1 et que vous êtes numéro 3 ou 2, c'est qu'il y a une bonne raison. Bref, de ce côté-là, donc God Serena gère sa mère. Mais le problème c'est que cette page a aussi un défaut. C'est que justement elle s'insinue qu'il y a déjà eu un combat. Et que ce combat on l'a justement pas vu. Et donc de ce fait là, putain mais on rate les pouvoirs de Draculos, on rate les pouvoirs du petit vieux qui est le numéro 3, j'ai oublié son nom. Enfin les Jura on connaît, Warrod aussi, mais Warrod ça m'intéressait parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu utiliser de magie offensive, même s'il avait dit qu'il n'en avait pas. Clairement il a forcément des magies très utiles. Et là on a un petit passage encore plus intéressant vers la fin. C'est donc un moment donné où justement t'as Warrod qui est par terre en train de repenser à Mavis, on dirait qui dit j'aurais aimé voir ton visage une dernière fois, Mavis. Bon, Mavis. Et donc il dit comme quoi je vais vous rejoindre Precht et Yuri et tout, je vais vous rejoindre dans l'autre monde, blabla. Et donc à la fin, t'as Yuri qui fait goodbye, tu vois, parce que bon, God Serena, goodbye, enfin bref. Mais à la fin, t'as donc Mavis qui fait comme ça, comme s'il ressentait quelque chose. Et clairement, c'est parce que Warrod est sur le point de crever, visiblement, parce qu'en plus, ça, Yuri, putain, je vais y venir. Parce que God Serena est en train de dire, oui, ferme tes yeux, laisse-toi faire, enfin crève, quoi, voilà. Bref, et pourquoi je dis Yuri depuis le début? Parce que je suis pas le seul. 98% des gens qui ont lu ce chapitre ont eu ce petit feeling, ne serait-ce qu'une seconde. C'est que quand vous avez vu justement
Warrod Seacon, Mavis et God Serena dans une même page avec en plus la photo comme ça flashback où ils sont tous avec Precht et tout quand ils étaient jeunes à la fondation de Fairy Tail derrière. Et bah ne me dites pas que vous avez eu ce petit feeling, putain, God Serena, est-ce que c'est vraiment pas Yuri? Non allez, je sais que justement Warrod est en train de dire carrément je vais vous rejoindre Yuri et tout, et on sait que selon Fairy Tail 0 que Yuri est décédé, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce feeling. C'est le fait de voir ces personnages là alors que tout le monde pensait que God Serena c'était visiblement Yuri ou un truc comme ça. Moi clairement c'est pas possible parce que justement God Serena c'est le numéro 1 des dieux d'Ishgal, tout le monde sait qui il est, peut-être son historique et tout. Et Warrod Seacon a traîné en étant dieu d'Ishgal, forcément connaît qui était, enfin savait qui était God Serena. D'un autre côté, quand on voit justement par exemple Draculos et les autres se dire putain je savais pas qu'il était à ce point là très fort, et bah c'est à se demander justement s'il connaissait tellement bien ce God Serena. Et donc de ce fait là peut-être qu'il y a un côté ignorant sur les origines de God Serena. Si donc on devait faire un lien entre God Serena et Yuri, ce serait que Mavis a peut-être exploité le cadavre de Yuri et l'a employé. Enfin, j'en sais absolument rien personnellement, mais voilà. D'un autre côté Makarov il aurait peut-être aussi pu reconnaître son père. Enfin je sais pas, enfin voilà, parce que Yuri c'est un peu le père de Makarov et Makarov était un ancien mage sacré. Et God Serena on sait pas depuis quand hein, il est mage sacré, mais selon son âge visiblement il devait avoir la vingtaine hein. Enfin parce qu'il est passé, il y a eu le skip des 7 ans et peut-être qu'à ce moment là peut-être qu'il n'y avait pas, enfin non je pense qu'il était peut-être déjà le numéro 1, enfin il faut voir, enfin, parce que je sais même pas s'il y avait ce classement top 10 là des dieux, des mages sacrés avant la période des 10 ans, enfin des 7 ans, c'était pas assez clair. Bref. Donc, fin de chapitre assez qui soulève des questions. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été skippés quand même. Hein, je veux dire, c'est vraiment des éléments qui n'ont pas été montrés. Bon, au final, est-ce que c'est vraiment des éléments qui auraient pu être intéressants? Enfin, quoique, il y a des combats avec des personnages secondaires, genre Kagura, Di Maria, ou même là, God Serena et tout, qui auraient pu être très sympathiques. Maintenant, évidemment, le combat contre God Serena n'est pas terminé. Ah bah oui, ça clairement. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Bah, soit c'est l'arrivée de Horatio Seize. Bah, il y a assez de membres là très, très puissants pour tenir tête, même si 4 Giga n'ont pas pu tenir tête. Putain, comment les Horatio Seize vont galérer, déjà qu'ils ont galéré aussi contre Jelal qui était tout seul et qui était lui-même un mage sacré à l'époque. Alors voilà. Et en plus de ça, t'as Auguste derrière qui se gratte les couilles avec sa barbe et tout. Enfin bref. Donc du coup, c'est pas gagné quoi. Donc clairement là, c'est un champ de bataille qui est totalement terminé. Mais le fait que Mavis sente justement un danger va peut-être faire en sorte. Enfin, il va se passer quoi? Bah c'est qu'elle va venir. Elle va venir, elle va peut-être se ramener pour utiliser le Ferrisphere ou un truc dans le genre, ou peut-être utiliser le Ferrilo, parce que putain de merde, tout le monde oublie qu'il y a ce Ferrilo. Putain! Pourquoi est-ce que personne utilise ce Ferrilo? Le seul autre personnage là-dedans qui serait susceptible de connaître ça, c'est Auguste et Zeref. Parce que si Zeref a appris la magie à l'eau à Mavis, c'est que clairement le mec aussi est capable de l'utiliser. Et en plus de ça, lui il peut pas devenir plus immortel parce que le contre-coup de l'eau c'était devenir immortel. Donc lui, bah, il est déjà, donc ça change rien pour lui. Donc c'est ces deux personnages là qui sont susceptibles de l'utiliser et donc de faire un contre-coup qui arrêterait Mavis. Donc de ce côté là, si l'OTAN ne le fait pas, je comprendrais pourquoi, mais d'un autre côté, Mavis peut aller dans un autre champ de bataille, utiliser le ferry, enfin le lot et tout, et voilà quoi, merde. Voilà, donc le chapitre se termine là-dessus, comme j'ai dit, beaucoup de petits éléments qui sont assez sympathiques à voir. Hein, que pensez-vous de God Serena? Est-ce que vous croyez qu'il y a encore moyen que ce soit Yuri? Hein, est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir vu évidemment certaines fights, certains combats? Est-ce que vous pensez que Lucy va retrouver Aquarius? Bref, donnez-moi votre avis sur ce chapitre que moi je trouvais assez plaisant, excusez-moi, que moi j'ai trouvé personnellement assez plaisant. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Ah, au fait, petit élément important, je ne ferai pas de review sur l'épisode de Fairy Tail de cette semaine-ci, donc celui qui traite et qui aborde déjà la deuxième partie, enfin un deuxième épisode, donc ce Fairy Tail 0 adaptant d'animé. Je ferai ça avec l'épisode de la semaine prochaine parce qu'il y a du contenu un peu inédit et comme ça fait plus de contenu à parler parce que celui de cette semaine n'était pas tip top. Voilà, sur ce, ciao ciao.